Je pense que si vous êtes là et que vous voulez en savoir plus sur la Task Force Opérateur, c'est que vous savez déjà ce qu'est justement MS Santé. Vont intervenir aujourd'hui moi-même. Je ne sais pas si vous me connaissez déjà, mais je suis Mathieu Slozard, je suis responsable de mission à l'ANS et je m'occupe plus particulièrement de la chefferie produit MS Santé. Et donc j'interviendrai aujourd'hui avec Edouard qui se présentera justement un peu plus tard, mais qui intervient surtout sur la partie régulation et référentiel MS Santé. Mike Gay qui intervient avec Edouard s'excuse, il a eu une petite contrainte personnelle. Donc aujourd'hui, alors on va en quelques mots, vu qu'on est le premier atelier, c'est important de représenter l'ANS, donc l'Agence du numérique en santé, qui dispose de 3 rôles. Le premier qui est un rôle de régulateur, hein, créer les conditions du développement et de la régulation numérique en santé. Donc ça passe par des référentiels, ça passe effectivement par des outils qui vont permettre le développement et la régulation de la e-santé en France. Un rôle d'opérateur, à savoir assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets numériques d'intérêt national. Ça passe par la construction de projets, la construction d'outils. On a effectivement SISAMU, on a les outils comme Maïlis, qui est un outil effectivement mis à disposition, qui est un service MS Santé. Et enfin, un rôle de promoteur. C'est l'idée de déployer les usages des services créés et permettre aux professionnels et usagers, ça c'est important, avec l'arrivée de Mon Espace Santé. Hein, on espère que vous avez ouvert votre compte Mon Espace Santé pour pouvoir enfin échanger avec votre professionnel, de bénéficier des innovations numériques. Donc il y a tout un travail avec les régions, avec les utilisateurs qui est fait pour aider au déploiement de la santé numérique. Et on travaille ça en accord avec la délégation du numérique en santé au ministère. Alors, au programme de cet atelier. Alors, on va faire un petit mot d'introduction, ce qu'on vient de faire effectivement. On va vous représenter, si vous ne les avez pas déjà eus, les objectifs du financement Ségur. Pour les opérateurs MS Santé, on parle bien d'un financement à destination des opérateurs, c'est-à-dire les fournisseurs d'un service de messagerie. Pour tous les éditeurs, les clients de messagerie, ça vient dans le cadre des autres vagues Ségur. Les exigences techniques qui seront présentées par Edouard, effectivement, le périmètre qui va être demandé en termes d'exigences techniques pour les opérateurs, et le modèle de financement choisi et le processus de référencement. Alors là, on va présenter les chiffres, combien les opérateurs vont pouvoir obtenir comme financement, etc. Ça va être la partie intéressante. On ne l'a pas mis au début, comme vous avez vu, pour que vous puissiez rester. Les ressources à votre disposition et puis un temps de questions-réponses. On a maintenant peut-être plus que 40 minutes, donc on va essayer d'aller assez vite, hein, mais s'il y a besoin, on pourra toujours échanger à la suite si vous en avez besoin. Alors, les objectifs du financement Ségur des opérateurs MS Santé. Comme vous le savez, il est de plus en plus demandé à ce que les services de messagerie s'intègrent dans les clients de messagerie, tous les logiciels de professionnels de santé. Donc, à ce moment-là, il est intéressant de pouvoir mettre en place des interfaces entre ces opérateurs et ces services, ces clients de messagerie. Or, aujourd'hui, on n'avait pas vraiment d'interface standard. En gros, il y a 340 opérateurs. On est en train de référencer une centaine d'éditeurs de clients de messagerie, enfin d'éditeurs de logiciels de professionnels. Si on fait un calcul, une multiplication, ça fait plus de 3000, même plus, 30 000 interfaces possibles, enfin croisements qui peuvent exister. Ça commence à faire beaucoup en termes de développement. Et donc l'idée, c'est, dans un premier temps, c'est de faciliter l'intégration des messageries dans les outils métiers via la nouvelle API, une API standard, permettre la remontée d'indicateurs sur l'INS, sur la présence de l'INS et la structuration des données. Évaluer les coûts de mise en conformité, c'était un des objectifs qu'on avait, parce qu'effectivement, on se dit, tiens, allons-y, lançons-nous là-dessus, mais combien est-ce que ça va coûter? Et puis enfin, adapter les modalités de régulation de l'espace de confiance au niveau des audits et au niveau des sanctions en cas de non-conformité. Aujourd'hui, la seule sanction qui existe, Edouard on va en parler, mais c'est de se faire sortir de l'espace de confiance. Ça risque d'être un peu faible si jamais il y a des non-conformités, parce qu'on ne va pas sortir un opérateur, ça risque de pénaliser les utilisateurs. Pour construire tout ça, on s'est appuyé sur ce qu'on appelle les task force. C'est des groupes d'acteurs, des groupes d'acteurs métiers, des éditeurs, etc., qui se sont réunis. Et nous, on s'est appuyé sur 13 opérateurs MS Santé et 15 éditeurs de logiciels de messagerie. Qu'est-ce que le Ségur du numérique en santé apportera aux acteurs de l'écosystème et plus particulièrement, qu'est-ce que
le financement opérateur MS Santé va apporter. Alors on a découpé en 3 acteurs. Alors déjà pour les opérateurs, c'est l'adaptation de cet API standard. Ça va permettre plus facilement le déploiement, plus facilement l'usage et donc des chiffres un peu meilleurs, encore meilleurs que ce qui existe aujourd'hui, et surtout des remontées d'indicateurs sur les flux qui existent dans l'espace de confiance. Ça permettrait aux opérateurs de connaître encore un peu mieux les produits qu'ils déploient et à quoi ils servent. Et ça, c'est notre objectif. Pour les éditeurs de logiciels, c'est évidemment la simplification de l'interfaçage. Le nombre de mails qu'on reçoit des éditeurs qui nous disent je dois m'interfacer avec, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, opérateur A, et puis après je dois m'interfacer avec opérateur B, avec opérateur C, c'est impossible. Donc on va simplifier tout ça. Standardisation également de l'interface côté éditeur dans la vague de Ségur. Donc on ne fait pas uniquement côté opérateur, on va aussi le faire côté vague de Ségur pour les éditeurs. Et pour les structures et professionnels de santé, médico-sociaux et sociaux, c'est évidemment la simplification de l'usage. C'est en gros avoir sa messagerie, pas être obligé d'utiliser un webmail, etc. en permanence, et pouvoir l'avoir directement dans son outil métier. Et enfin, aucun surcoût pour l'utilisateur, donc en fait, on prend tout en charge. Le périmètre du financement. On a un peu travaillé avec les opérateurs sur les structures de coûts que ça a représenté, effectivement. Donc, il y a tout un plan sur la mise en œuvre des exigences du REM, donc du référentiel d'exigence minimale MS Santé, donc qui est donc l'API MS Santé et les indicateurs. Une partie sur le déploiement, parce qu'on sait que vous pouvez très bien avoir un outil qui fonctionne en labo, etc., mais s'il n'est pas déployé, ça ne sert pas à grand-chose pour les utilisateurs et pour les clients. Donc, en gros, il y a tout le déploiement qui est financé. On reviendra sur le modèle économique qu'on a choisi plus tard. Il y a la maintenance corrective du périmètre couvert par le DSR, donc on est en train de voir sur la durée, etc. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir une maintenance corrective financée pour une durée plus ou moins égale au Ségur. La livraison de la documentation à jour pour les éditeurs et l'accompagnement à la mise en place de l'interface. Voilà, on est parti sur ce modèle-là, donc on a fait tous nos calculs de combien l'enveloppe totale, ça allait coûter à partir de ça. On n'a pas fait un découpage au niveau du modèle économique derrière parce que c'était un peu plus difficile, mais en tous les cas, on a pris en compte tous ces coûts-là pour savoir si, en gros, combien ça vous coûterait de mettre en place toutes ces choses-là. Au niveau du calendrier général, je vais le prendre avec un peu de pincette parce que, comme vous l'avez pu le remarquer, l'arrêté qui stipule que le financement des opérateurs est lancé n'est toujours pas sorti. Donc je le prends avec un peu de pincette, mais voilà un peu la prévision qu'on peut faire. C'est que en avril 2022, on a publié le nouveau contrat opérateur V2 et le référentiel 1.5. Il n'y a aucune différence entre... Enfin, le référentiel d'exigence minimale, c'est un extract direct du référentiel 1. Il y a d'autres exigences dans le référentiel 1, mais globalement, c'est un extract direct. Donc en gros, ce n'est pas parce qu'on demande des choses dans le référentiel 1 qu'on va demander des choses différentes dans le référentiel Ségur. Mai 2022, alors on a toujours bon espoir qu'il y ait la signature de l'arrêté qui va permettre l'ouverture du SONS MS Santé. SONS, pour rappel, c'est un système ouvert non sélectif. Ça veut dire que, en gros, tous les acteurs peuvent candidater. Il n'y a pas de restriction. Ce n'est pas un appel d'offres, si vous voulez. C'est non sélectif parce que tous les acteurs qui sont dans les critères peuvent bénéficier d'un financement. Et même les acteurs qui ne sont pas encore opérateurs. C'est-à-dire que si vous arrivez opérateur maintenant ou dans un mois, etc., vous pourrez bénéficier, c'est jusqu'à la date de fin de référencement ou la date de demande d'avance. Donc jusqu'au 15 décembre 2022, potentiellement. Ça dépend des cas, mais potentiellement, c'est ça. Donc juin 2022, on ouvre les guichets de référencement et les plateformes de test chez nous. Juillet 2022, on ouvre la partie enrôlement et plateforme de financement de l'ASP. L'ASP, c'est l'organisme de paiement. C'est une agence qui va, en fait, chez qui il va falloir vous enrôler pour pouvoir déposer des preuves qui vont vous permettre de bénéficier des financements. Et donc, 20 octobre 2022, on ferme le guichet de référencement, donc peu ou prou 6 mois après la sortie des référentiels. Et donc, 15 décembre, fin des demandes d'avance. Donc en gros, on va voir un peu le modèle économique des demandes d'avance et des demandes de solde, mais il y a déjà une demande d'avance qui est faite et des enrôlements donc au 15 décembre. Et alors cette date-là, elle va encore sans doute évoluer, mais dans le bon sens pour vous. C'est qu'on est au 30 janvier 2023 aujourd'hui pour les fins de demande de solde, mais on imagine quelque chose peut-être encore un peu repoussé en fonction des retours qu'on aura des différents opérateurs. Et ben là, je passe la parole à Edouard justement sur les exigences techniques. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme disait Mathieu, donc moi c'est Edouard Brice, je suis en charge de la régulation de l'espace de confiance et des référentiels MS Santé. Donc je vais faire un focus effectivement sur les exigences techniques qu'a un peu introduit
Mathieu, il a déjà effectivement rappelé que le Ségur, pour les opérateurs MS Santé, son objectif, c'était deux choses principales. C'était de permettre de généraliser les API opérateurs, entre donc d'abord les opérateurs pour qu'après les éditeurs puissent en profiter, et aussi d'ajouter des indicateurs. Il y a déjà pas mal d'indicateurs dans l'espace de confiance et des nouveaux indicateurs orientés Ségur. Alors ces exigences techniques, Mathieu l'a finalement pas mal dit déjà, hein, mais on les retrouve dans un principal document. Alors ça ne va pas surprendre tous ceux qui connaissent le Ségur pour la partie éditeur. C'est un document qui s'appelle le REM, le référentiel d'exigence minimale. Comme le disait Mathieu, c'est vraiment un extrait de certaines des exigences du référentiel 1 version 1.5 qui est sorti fin avril et qui est donc focalisé en particulier sur cette API standard côté opérateur et ses nouveaux indicateurs. Donc dans ce document-là, vous allez retrouver à la fois les exigences, vous allez retrouver les cas de test à réaliser et les preuves à fournir pour se faire référencer, pour que l'opérateur puisse se faire référencer. Ensuite, vous avez aussi un deuxième document standard dans ces SONS, qui est le dossier de spécification de référencement, qui indique finalement pour un opérateur la démarche pour se faire référencer par les guichets de référencement et aussi obtenir évidemment le paiement des avances et du solde correspondant, ainsi que le calcul du financement. Donc ça, c'est vraiment les deux documents principaux. Donc c'est exactement les mêmes principes que pour les autres task force côté éditeur. Simplement, là, le financement se fait directement auprès des éditeurs et pas indirectement auprès des clients des éditeurs, directement auprès des opérateurs et pas indirectement auprès des clients des éditeurs dans les autres task force. Hop. Donc maintenant, je vais faire un peu un focus et un peu un rappel. Alors, je ne vais pas rappeler MS Santé, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mathieu, vous connaissez bien. Simplement deux principes pour préciser bien ce que c'est que cette API LPS. Vous savez qu'il y a cet espace de confiance avec l'ensemble des opérateurs qui, depuis 2014, pour l'espace de confiance, ils savent discuter entre eux avec un protocole SMTP sécurisé par TLS, des certificats. Ça fonctionne bien, c'est le cœur de l'espace de confiance. Comme l'a dit Mathieu, on avait un vrai problème d'interopérabilité entre les opérateurs et les professionnels de santé qui utilisaient des logiciels métiers, LPS, DUI. Et donc cette API LPS, son objectif, c'est de faire en sorte que, à l'issue de la mise en conformité au référentiel 1.5 et après le Ségur et la task force opérateur, tous les opérateurs présentent cette nouvelle API LPS. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, en vague 2 Ségur, les éditeurs n'auront plus de ce question à se poser de savoir quelle est l'interface proposée par les opérateurs pour s'interfacer et donc une meilleure interopérabilité, ce qu'on voulait depuis longtemps. Donc ça, c'était la partie un peu en rouge en haut. Maintenant, si on regarde la partie basse, hein, c'est peut-être pas très visible, le schéma est assez petit. Mais en gros, là, l'objectif, c'est de voir ce que c'est que cette API LPS qui est en rose ici sur le schéma. Là, on a représenté un opérateur, un unique opérateur, qui communique avec les autres opérateurs via l'espace de confiance et l'API opérateur existant depuis 2014. Et donc, en rose, cette API LPS, grosso modo, elle offre deux nouveaux points d'entrée standardisés. Un point d'entrée pour les personnes physiques qui s'authentifient sur des boîtes aux lettres personnelles ou organisationnelles, et un point d'entrée pour les personnes morales, donc les logiciels métiers justement, ou de structures qui se connectent sur des boîtes aux lettres applicatives pour envoyer des messages en automatique ou en recevoir en automatique. Donc c'est vraiment deux points d'entrée. Les particularités, c'est que là, on a standardisé de fait les moyens d'identification et d'authentification pour les personnes physiques. Et c'est ce que vous voyez ici, c'est uniquement une authentification via ProSanté Connect, c'est-à-dire que soit la carte CPS, soit une ICPS, donc virtuelle. Et pour les personnes morales, pour les structures, pour les boîtes applicatives, c'est uniquement des certificats clients qui identifient la structure et qui permettent de se connecter aux boîtes applicatives. Et ce qu'on voit en haut ici, en pointillé, c'est que malgré tout, pour la transition, comme on se doute bien que dans tous les cas de figure, on ne peut pas appliquer tout de suite ce nouveau schéma, en particulier avec ProSanté Connect, il est toujours possible d'utiliser des anciennes API, on peut dire des API en tout cas propriétaires, entre des LPS et l'opérateur donné. À ce moment-là, on ne profite plus de l'interopérabilité, mais par contre, évidemment, le respect des exigences de la PGCC s'applique malgré tout. Ce n'est pas parce qu'on est en dehors de notre interface standard que les exigences de sécurité ne s'appliquent pas. Donc ça, c'était pour un petit rappel effectivement de l'API LPS. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que puisque le but, c'est que maintenant que les éditeurs, une fois que les opérateurs ont fait le travail de cette API LPS, implémente aussi cette API LPS côté client, on a maintenant des ateliers qui démarrent vendredi avec les éditeurs pour justement présenter finalement toutes ces nouvelles exigences côté éditeur. Pour conclure sur les exigences techniques, ce qu'on n'a pas trop dit jusqu'à présent, mais ce qui concerne évidemment beaucoup les opérateurs, c'est qu'on a sorti en même temps que le référentiel une nouvelle version du contrat qui lie l'ANS avec chacun des opérateurs. Pourquoi on a fait ça ?
Mathieu en a déjà un peu parlé, mais c'est pour renforcer les modalités de contrôle et de sanctions qu'on a vis-à-vis des opérateurs. Et surtout des sanctions graduées, puisque Mathieu parlait de la sortie d'espace de confiance, qui n'est pas donc évidemment la seule sanction maintenant qui est applicable. On a aussi modifié les modalités de résiliation du contrat pour nous permettre à l'avenir de pouvoir changer de version de contrat plus facilement qu'à l'heure actuelle. Et enfin, donc, évidemment, vous retrouverez dans le référentiel 1, qui est une annexe au contrat, faut bien le voir comme ça, on a déplacé beaucoup d'éléments du contrat vers le référentiel, le détail de toutes ces procédures de contrôle et de sanctions dans ce référentiel 1 version 1.5. Et chose que j'ai oublié d'indiquer, oui, c'est qu'on a aussi changé un peu la procédure d'intégration à l'espace de confiance. Alors ça ne concerne pas évidemment les opérateurs qui sont déjà dedans, ça concerne les nouveaux, c'est que maintenant on a imposé un espace de confiance de test en amont de l'espace de confiance de prod. Pour ceux qui savaient, on faisait des tests en prod initialement, ce qui n'était pas tout à fait souhaitable. Donc voilà, il y a aussi ces modalités-là qui sont décrites dans le référentiel 1. Donc voilà pour les exigences techniques. Je crois que je te repasse la parole, Mathieu, pour la suite. Oui, merci. Merci Edouard. Alors, maintenant parlons de combien on va donner, tout simplement. Alors, c'est pas le bon bouton. On a fait un calcul. Bon, il y a plein de choses, regardez, etc. Mais on a fait un calcul où on s'était dit comment est-ce qu'on peut calculer l'effort de développement et de déploiement pour les opérateurs de manière assez objective et sans que ça devienne une usine à gaz. Ça a été très très important de savoir comment on allait le faire. Donc, ce qu'on s'est dit, le sujet le plus évident pour tous les opérateurs, c'est qu'effectivement, ils ont un nombre de balles déclaré dans l'annuaire. Ça, c'est le truc commun à tous les opérateurs et dans une manière de déploiement, l'effort, il est globalement situé pour certains et pour la plupart au nombre de balles. Effectivement, ça peut être aussi au nombre d'instances, au nombre de noms de domaine. Effectivement, il y avait plein de sujets. Mais on s'est dit, le plus commun, c'est que c'est le nombre de balles déclarées dans l'annuaire qui compte. Et après, on s'est dit, ok, très bien, mais c'est peut-être plus compliqué de déployer une balle applicative qu'une balle nominative. Ok, donc très bien, on a découplé par type de boîte. Et après, on s'est dit, mais il y a quand même un socle technique, par exemple un achat de licence, il y a quand même des développements techniques qui sont nécessaires, etc. Et donc, il faudrait sans doute un socle technique pour les opérateurs. Donc, ce qui nous retrouve avec cette formule magique, qui est donc effectivement la distribution du nombre de boîtes par rapport au type de boîte, plus un socle B, qui est un socle technique. Donc, on se retrouve donc effectivement avec ce barème de financement-là. Donc, on l'a mis en hors taxe parce que globalement, justement parce que tous les opérateurs ne sont pas régis sous les mêmes règles de TTC, effectivement. Donc, ça sera un barème qui sera appliqué lors du financement, effectivement. Mais au niveau hors taxe, on se retrouve avec ces éléments-là. Si vous appliquez un plus 20%, vous verrez qu'on retombe sur des chiffres ronds. Mais ce qui est important de savoir, c'est que de toute façon, ce financement, donc pour tous les opérateurs, ils toucheront à minima 6 666,67 € hors taxe. Ça, c'est le socle technique pour tous les opérateurs qui sera renforcé par le nombre de boîtes qu'ils ont déclarées dans l'annuaire. Ils le toucheront au moment de versement de l'avance. Voilà. Et ensuite, ça sera au versement du solde. Par ailleurs, on s'est dit que, parce qu'on a des grosses différences en termes de nombre de boîtes selon les types d'opérateurs. Et on ne voulait pas aussi mettre en place une distorsion de la concurrence entre les opérateurs. Donc, on a imposé un financement maximal par opérateur de 250 000 € hors taxe. Soit, si on est sur du 20%, 300 000 €. Voilà. Donc, c'est le maximum. Donc, en gros, tous les opérateurs seront entre une fourchette de 8 000 €, enfin de 6 666,67 € et 250 000 hors taxe. Voilà. Juste pour vous prévenir, c'est que ces choses-là, c'est qu'on ne les a pas sorties du chapeau. C'est-à-dire que c'est quand même des entretiens bilatéraux, on en a fait 14, des sondages auprès des opérateurs, des barèmes de financement, etc. On en a fait quand même pas mal pour arriver à ce truc-là. On a reconfirmé ce nouveau barème parce qu'à chaque fois, on a toujours écouté les opérateurs. À chaque fois, on a augmenté par rapport aux besoins des opérateurs. Et aujourd'hui, on a un consensus sur ce barème-là. À titre d'exemple, parce que c'est ça qui va être important.
Je reviendrai sur la définition d'opérateur, acheteur et développeur après. Mais à titre d'exemple, si on a entre guillemets un gros opérateur qui a 700 boîtes applicatives, 5000 boîtes org, 40 000 boîtes personnelles, un très gros opérateur. Lui va toucher 250 000 hors taxes parce que c'est le maximum. Si on va avoir un opérateur B qui est un peu plus orienté libéral quand même, mais qui dispose quand même de boîtes applicatives, eh bien effectivement, il va toucher, avec ses 5 boîtes applicatives, etc., il va toucher 86 000 € hors taxes. Et enfin, le cassé, on va être sur un établissement de santé, plus un CHU quand même, un assez gros CHU, qui va être, enfin peut-être pas un gros CHU quand même, mais on va avoir une balle applicative, c'est ce qui centralise tout. Il y a une centaine de boîtes organisationnelles selon les services, les équipes, etc. Et on a 900 boîtes personnelles, et donc il va toucher 13 000 € hors taxes. Donc voilà, on se retrouve avec des montants qui, a priori, couvrent pas mal les besoins. Alors on aurait... C'est toujours pareil, hein, c'est un barème qui a été défini comme ça, mais aujourd'hui, le consensus est qu'on a trouvé un bon équilibre. Pourquoi je vous parlais de la différence entre opérateur acheteur et opérateur développeur? Il y a un élément très important à comprendre dans la task force opérateur, et on va le voir juste après, c'est qu'on a constaté qu'il y avait 2 types d'opérateurs. Il y a les opérateurs qui développent eux-mêmes leurs services, c'est-à-dire pour eux-mêmes ou pour d'autres, hein, mais qui développent leur proxy MS Santé. Si on prend l'exemple du proxy MS Santé, du connecteur, ils le développent pour eux-mêmes. Et ou alors ils passent par un tiers, un prestataire tiers qui n'est pas opérateur lui-même. Voilà. Donc eux, c'est des opérateurs développeurs. Et on va avoir un certain nombre d'opérateurs acheteurs dans l'espace de confiance, globalement des centres hospitaliers, mais on retrouve quand même pas mal aussi d'autres opérateurs qui ont recours à ça. C'est des opérateurs qui achètent la technologie MS Santé, le proxy, pour reprendre cet exemple-là, à un autre opérateur. Par exemple, en gros, on a, je crois, 10 opérateurs développeurs dans l'espace de confiance. Il faut se dire que les 10 opérateurs, ils fournissent l'ensemble de l'espace de confiance en termes de proxy MS Santé. Et donc, on a fait ce distinguo-là parce que si on regarde la suite, je voulais... Ah merde, on n'en a pas le... Bon, c'est pas grave. Je vais passer là-dessus du coup. Si on regarde la suite, c'est que si on voulait respecter le processus Ségur global, il aurait fallu référencer l'ensemble des 340 opérateurs dans l'espace de confiance. On a été voir l'équipe référencement, ils nous ont dit que c'est un peu beaucoup. Surtout que les 340, ils s'appuient sur la même dizaine de solutions techniques de l'espace de confiance. Donc ce qu'on a mis en place, c'est que tous les opérateurs, en étape 1, signent le contrat opérateur. Ça, tous les opérateurs, ils sont tenus s'ils veulent bénéficier des financements et à terme, même s'ils veulent globalement rester dans l'espace de confiance. De toute façon, c'est un contrat gagnant-gagnant, hein, honnêtement. Et l'étape 2, et là, c'est uniquement pour les opérateurs développeurs. Donc, si jamais vous développez vous-même ou si vous passez par un prestataire qui n'est pas opérateur lui-même, vous êtes concerné. Si vous passez par un tiers qui est opérateur, vous n'êtes pas concerné. Donc, référencement sur le site sur la plateforme de référencement de l'ANS. Là, on va fournir un numéro de référencement, enfin bref, pas mal de choses qui vont attester du référencement de la solution. L'étape 3, c'est l'enrôlement auprès de l'ASP. Et là, c'est pour tous les opérateurs. Parce que l'opérateur développeur va fournir à ses clients opérateurs acheteurs les informations nécessaires pour dire que sa solution est bonne. Tout sera détaillé dans l'appel à financement. On aura l'occasion de vous représenter ça un peu plus dans le détail. Enrôlement auprès de l'ASP et demande de l'avance, donc les fameux 6 666,67 € hors taxe. Et ensuite, l'étape 4, envoi des justificatifs nécessairement au paiement du solde. Voilà. Et là, c'est effectivement, ce qu'on demande, c'est des validations de déploiement, etc. Vous verrez, il y a tout qui est décrit, des choses, et on aura l'occasion de vous présenter dans le détail. Comme on voulait laisser la place aux questions, on n'a pas été trop dans le détail là-dessus, mais globalement, voilà comment ça se passe. Mais il faut bien savoir si on est opérateur, développeur, acheteur, parce qu'il y a une étape en plus qui est importante et qui a un impact ensuite pour ses clients. Voilà. Je te relaisse la parole sur peut-être les ressources à la disposition. Il nous reste 10 minutes. Ouais, tiens, je veux que tu passes à la suivante. Hop, merci. Oui, alors, ce qu'on voulait rappeler effectivement, c'est que pendant toute la durée, en tout cas, de la task force, maintenant qu'elle est presque finie, en tout cas, on a toujours publié les comptes rendus, les ateliers de la task force. Donc vous allez tout pouvoir retrouver sur le site mssanté.fr, sur le lien qui est indiqué ici, compte rendu task force MS Santé.
Évidemment, vous avez aussi une page dédiée aux opérateurs MS Santé sur la partie Ségur du site e-santé gouv de l'ANS. Ça, c'est aussi donc sur le site de nouveau mssanté.fr. Les référentiels et le contrat dont on parlait tout à l'heure, ainsi que tous les éléments concernant MS Santé, sont aussi disponibles pour les industriels sur la partie doc technique, mais ça, c'est pas une nouveauté d'MS Santé. Ce qu'on n'a pas mis et ce qu'on aurait pu mettre ici, c'est que, sachant que encore la task force, en tout cas le référencement n'est pas encore ouvert et que la task force n'est pas lancé puisqu'on n'a pas encore l'arrêté. Si dans le temps intermédiaire, vous avez des questions qu'on n'a pas traitées aujourd'hui, etc., n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse habituelle du N3 MS Santé, donc qui est de mémoire ans-n3_ espace confiance MS Santé @isantégouv.fr. Mais c'est une adresse habituelle, vous devez l'avoir dans nos précédentes communications, mais c'est notre adresse habituelle. De tête, c'est pas évident. On aurait pu l'écrire ici. Je ne sais pas si on avait autre chose. Après, on peut passer aux questions-réponses. Eh bien, est-ce qu'il y a des questions du coup? N'hésitez pas, hein, c'est le moment ou jamais. Bonjour, merci déjà pour cette présentation. Ma question est sur le financement. On a vu que c'était au nombre de boîtes aux lettres. À quel moment on sera pris ce chiffre de nombre de boîtes aux lettres et de quel type de boîte aux lettres parle-t-on? Enfin, est-ce que c'est des boîtes aux lettres actives? Puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui ont un certain nombre de boîtes aux lettres inactives et ça donnerait la prime à ces opérateurs-là alors qu'il n'y a pas d'usage derrière leur boîte aux lettres et qu'il n'y a pas d'intérêt à déployer l'API derrière. Oui, très clair. Alors, il y a 2 moments où on va regarder le nombre de boîtes. On l'a dit, c'est les boîtes déclarées dans l'annuaire santé. On se base que là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas des déclarations des opérateurs, etc. C'est vraiment les boîtes dans l'annuaire. Il y a 2 moments où on va regarder l'annuaire. C'est au début à l'ouverture du SONS et à la date de fin de demande des paiements de solde. Il faut savoir qu'en fait, on ne payera qu'à partir de ce moment-là parce qu'en fait, on va faire une image pour tous les opérateurs à ce moment-là pour éviter des transferts de boîtes, des boîtes payées 2 fois, etc. Enfin, il y a tout des systèmes qui peuvent être faits. Donc, on se base, donc là, pour l'instant, au 30 janvier 2023, potentiellement un peu plus tard parce qu'on n'a pas encore bien tranché cette date-là, mais on se basera à la date de clôture des demandes de paiement pour regarder le nombre de boîtes déclarées dans l'annuaire. Au sujet des boîtes actives, des boîtes peu utilisées, etc., on a fait le choix aujourd'hui de payer toutes les boîtes. Parce que la boîte non active, elle est potentiellement aussi inactive parce qu'elle est peu facile d'utilisation. Il manque des facilités d'intégration, etc. Donc, en fait, on part du principe qu'on prend en compte toutes les boîtes déclarées dans l'annuaire. Donc, potentiellement, il peut y avoir des boîtes qui vont se fermer parce que le référentiel exige qu'on désactive ou qu'on dépublie des boîtes dans l'annuaire. Voilà, c'est possible qu'il y ait des boîtes qui soient supprimées d'ici la fin. Mais ça, ce n'est pas très important. Ce qu'on on veut, c'est à la date de fin, on va faire une image. Maintenant, on a fait une petite sécurité à cet endroit-là. C'est que, on le sait, c'est que, en gros, je ne vais pas donner des idées, mais il est possible qu'il y ait un nombre de déclarations de boîtes extraordinairement élevé cette année. Oh bah tiens, on a fait un record d'équipement cette année. On a fait du 400% sur certains opérateurs. C'est assez incroyable. Et bah tiens, ils ont tous 250 000 €. Bon, on n'a pas les moyens. Je vous le dis tout de suite. Si jamais on a ce truc-là, moi je vais me faire un peu taper dessus, mais on a ajouté un petit truc qui est que pourquoi on regarde au départ, c'est qu'entre le moment et la fin du financement, en fait, on va regarder combien il y a d'évolution. Et je crois qu'on s'est basé sur du plus 30% ou plus 40% selon le type de boîte. J'ai un peu calculé sur les évolutions des dernières années. Et en gros, en 30 et 40%, on couvre globalement des évolutions qui ne sont pas trop contraignantes et qui représentent un peu ce qu'on avait déjà vu avant. Donc en gros, si vous les déclarez beaucoup plus, oui. Mais si en fait c'est pas légitime, alors à ce moment-là, nous on va venir vérifier. Voilà. Donc en gros, voilà, c'est pour ça que vous pouvez essayer de plus déclarer. Nous on encouragera toujours, hein, mais déjà ça vous fera plus d'efforts de déploiement. Je suis pas sûr que l'effort en vaille la peine, hein, pour le coup. Mais voilà. Donc voilà.
un peu sur les boîtes. Je ne sais pas s'il y avait, ça répondait. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Alors, a priori, à distance, il n'y avait pas de questions, ce que m'a dit Elodie. Donc, c'est très bien. N'hésitez pas à venir nous parler par la suite. Si jamais il y a des questions, nous, on est là. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci à tous en tous les cas et à bientôt.